L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va s'intéresser aux petites histoires des arts du récit, à la grande histoire de France au temps des chevaliers et se tourner vers le futur avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et pour parler de ces sujets, je reçois Klaus Abfast, le vice-président de la métropole. Bonjour Klaus. Bonjour. Vous êtes en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. On parlera avec vous d'intelligence artificielle. À côté de vous, Martine Carpentier, directrice du Centre des Arts du Récit, structure basée à Saint-Martin-d'Air. Bonjour. Bonjour. Vous organisez en ce moment le Festival des Arts du Récit, qui se déroule un petit peu partout en Isère jusqu'au 25 mai. Un festival auquel participe Michèle Bouet, conteuse professionnelle. Bonjour Michèle. Bonjour. Bienvenue également dans cette émission. Et puis en face de vous, Patrick Seria, champion paralympique de cyclisme. Patrick nous a apporté sa médaille d'or. Alors elle date un peu. Bonjour. Bonjour Patrick. 96, c'est ça? C'est ça. 96 Atlanta. Atlanta. L'Isère avait été bien servi en 96, parce que je crois que Gianni Longo avait également ramené une médaille d'or en cyclisme sur route. Oui. Voilà, mais on ne parlera pas forcément de votre carrière sportive. Vous avez gagné de nombreux titres pendant de nombreuses années, mais vous êtes venu avec Stéphane Gall, enseignant-chercheur en histoire à l'Université de Grenoble. Stéphane, bonjour. Bonjour. Vous êtes lancé avec Patrick dans un défi un petit peu fou, en tout cas unique en son genre, la traversée des Alpes en armure. C'est prévu début juillet. Il y a quand même de nos jours des tenues un peu plus adaptées à la randonnée estivale que de le faire en armure. Oui, oui, en effet. Mais l'idée, c'est effectivement de tester une traversée dans des tenues complètement inadaptées à la montagne, comme l'ont fait les chevaliers de François Ier et François Ier lui-même en 1515, c'est-à-dire juste avant la bataille de Marignan. Alors, on est au XVIe siècle et vous êtes inspiré de ce fait historique pour monter ce projet. Marignan, c'est une date qu'on a tous appris depuis des générations à l'école, 1515, la bataille de Marignan, François Ier, sans trop savoir d'ailleurs où ça s'est passé et pourquoi cette bataille était importante. Alors oui, effectivement, 1515, Marignan, tout le monde sait ça, mais personne ne sait exactement à quoi ça correspond. Une grande bataille qui a duré 2 jours, 13 et 14 septembre 1515. D'un côté, les Français avec François Ier, des alliés vénitiens, et en face, des Suisses qui tentent à ce moment-là de mettre la main sur le Milanais. Mais il se trouve que François Ier aussi veut le Milanais, d'où le choc des deux armées, pas très loin de Milan. À Marignan. À Marignan. C'est une bataille qui a fait beaucoup de morts, 1000 à l'heure à peu près, selon les historiens. Alors oui, sur 2 jours, alors effectivement, peut-être autour de 20 000 morts, on ne sait pas exactement, mais c'est quelque chose de très très important pour l'époque. Alors, ce n'est pas cette bataille que vous allez reconstituer, mais c'est le parcours de ces soldats qui sont partis de France et pour aller en Italie, ils sont passés par les Alpes. Patrick, comment vous êtes retrouvé dans ce projet ? Alors moi, je fais partie de l'association, ainsi que Stéphane. On est tous les deux à l'association des Amis de Bayard. Donc, comme le chevalier Bayard avait participé à cette expédition, et on est parti parce que Stéphane avait trouvé donc une lettre de la maman de François Ier qui avait écrit à sa maman. Et donc, l'histoire est partie d'ici. Donc moi, en tant que sportif, c'est vrai que j'ai toujours considéré ces chevaliers de l'époque comme des sportifs de haut niveau. Ils avaient le même profil, c'est-à-dire que tout ce qu'ils pouvaient faire entre 10 et 20 ans, c'est quelque chose qu'ils pouvaient garder toute leur vie, parce qu'on a trouvé des chevaliers à l'âge de 65 ans encore sur des champs de bataille. Donc un peu comme nos sportifs. Nous, c'est vrai qu'on a une formation entre 10 et 20 ans, mais à partir de 40 ans, la carrière s'arrête. Mais enfin, voilà, c'était vraiment des gens exceptionnels. Donc c'est donc l'idée d'essayer de repartir sur ce chemin, reconstituer, voir comment ça a pu se passer, les souffrances qu'ils ont pu endurer. Et puis moi, étant donné que je suis handicapé, c'était quelque chose aussi qui se rapprochait de mon côté prothèse et de voir comment on pouvait enfiler une armure, parce qu'on retrouve un peu les mêmes problématiques. Alors, il y a le volet sportif, il y a le volet historique, et pour reconstituer donc, cette traversée, vous avez reconstitué les tenues de l'époque en vous attachant, on va dire, à être le plus précis, le plus près possible de la réalité. Oui, alors comme le disait Patrick, effectivement, à l'origine, il y a une lettre de François Ier à sa mère, qui est régente à ce moment-là, qui est Louise de Savoie,
Et il explique dans cette lettre, alors qu'il est à Saint-Paul-sur-Ubaye, à 2000 mètres d'altitude à peu près, qu'il traverse les Alpes, que c'est un pays très étrange. Il n'a jamais mis les pieds en montagne, François Ier. Et il explique dans cette lettre qu'il porte son harnois, c'est-à-dire son armure, et que ça le fâche fort. Alors, moi, en lisant cette formule, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans la bouche d'un athlète de l'époque? Parce que François Ier est un athlète qui fait presque 2 mètres de haut, qui a l'habitude de porter l'armure. Et il explique que voilà, ça le fâche fort parce qu'il doit descendre de cheval en montagne. Il doit monter à cheval. Il supporte cette armure tout au long du chemin. Pourquoi? Parce qu'il a peur des Suisses qui ne sont pas très loin, à une vingtaine de kilomètres. Et il craint donc une embuscade, un guet-apens de la part des Suisses. Donc il fait armer toute son escorte, tous ses soldats, et c'est ainsi qu'il traverse les Alpes à 2000 mètres d'altitude en armure. Et nous, l'idée, c'est effectivement d'essayer d'aller au-delà des mots, de voir ce que fâche fort peut vouloir dire dans sa propre chair, donc l'expérimenter. Et pour l'historien, c'est évidemment quelque chose de fabuleux, parce que l'historien travaille avec des mots, avec des images, mais il n'expérimente pas directement, enfin, ou rarement. Et là, c'est un projet donc d'archéologie expérimentale qui nous a conduit à faire fabriquer effectivement des armures, comme on pouvait les faire à l'époque, de manière à être au plus près de ce qu'était la réalité de 1515. On vous voit là en train de choisir le modèle qui colle le plus à cette époque. Ça fait partie du projet de reconstituer comme ça un équipement et puis de pouvoir justement le faire vivre. On vous voit là en train de vous faire enrubanner pour avoir une armure sur mesure, c'est ça, hein? C'est ça. En fait, ces armures de qualité étaient faites sur mesure, de manière à épouser les formes du corps, comme une sorte d'exosquelette dont on parle beaucoup aujourd'hui. Des armures adaptées qui devaient le moins possible frotter, coincer le corps du combattant qui était dessous. Et à la Renaissance, on arrive à un savoir-faire remarquable qui permet à ces guerriers, à cheval ou à pied, d'avancer, de courir, de monter à cheval, de grimper à des échelles, de combattre, évidemment, avec ces armures. Alors, ils ne sont pas nombreux aujourd'hui en France à savoir fabriquer ces armures comme au XVIe siècle. Vous avez fait appel à Georges Joliot, qui est un batteur d'armures. C'est lui qu'on voit là sur ces images installé en Ariège. À côté de Foix, oui. Il est dans les pays de la montagne aussi. Il lui a fallu combien de temps pour travailler sur vos deux statures? Il faut à peu près 3 mois et demi pour fabriquer une armure complète. Donc, mais bon, il y a Georges, mais il y a aussi Monsieur Bouvray qui nous a fabriqué les cottes de mailles qu'on voit aussi là sur le côté. Donc tout ça est fait à la main. Donc on a réussi à trouver tout un tas d'artisans qui se sont remis donc à fabriquer pour des reconstitutions, ou pour des musées ou comme aujourd'hui donc pour notre épreuve. Combien de kilos vous aurez sur le dos tous les deux avec cette armure? L'armure complète pour un homme à cheval fait entre 25 et 30 kilos. Celle de Stéphane est un peu plus légère parce que Stéphane lui est à pied. Voilà, donc elle fait dans les 15 à 20 kilos. Oui, c'est ça. Moi, il n'y a pas les jambes, évidemment, en fer, en acier, alors que Patrick, à cheval, avait besoin d'une protection aussi des jambes. Moi, elle est plus faite pour marcher. Celle de Patrick est plus faite pour être à cheval. D'où la difficulté donc, de marcher avec des armures faites pour les chevaux. Donc, le casque là, que vous nous avez amené sur le plateau qu'on voit sur ce plan, c'est lequel? C'est celui de Patrick? C'est le mien. C'est le vôtre? Donc il est tout fermé, hein, donc on peut descendre le harnais. Il fait à peu près dans les 4 à 5 kilos. Début juillet, vous allez risquer d'avoir un petit peu chaud dans les Alpes du Sud avec un casque comme ça. Oui, il fait chaud, mais ce qu'on craint le plus, c'est la pluie et l'orage peut-être. Donc la chaleur, je pense qu'on s'adaptera. C'est comme les cyclistes qui montent les cols. Hein. Je veux dire, on arrive encore à s'adapter, mais la pluie, voilà. C'est pas imperméable, les armures du XVIe siècle? Non, c'est pas imperméable. Ça rouille. Ça rouille, c'est ça le problème. Ah oui, si vous arrivez tout mouillé en Italie. Il y a l'armure, il y a jusqu'aux chaussures que vous avez fait reconstituer, des chaussures comme à l'époque. On vous voit là, Patrick, en pleine séance d'essayage. Donc ça, c'est un artisan qui est en Normandie. Donc on a fait un peu le tour de la France et qui nous fabrique les chaussures aussi sur mesure. Tout a été fabriqué sur mesure. On a des fabricants pour les vêtements aussi dessous qui ont été donc aussi faits sur mesure. Et on a essayé de se calquer au plus près de la réalité de ce qui a pu se passer à l'époque, pour être au plus juste justement de l'expérience. Alors que vous serez à cheval, le cheval que vous utilisez... Là encore, ce sont des chevaux qui ont l'habitude de porter, donc c'est les Écuyers de l'Histoire, c'est une association qui est du côté de Laval,
qui fait de... C'est un sport, en fin de compte, on a découvert aussi ça. Il y a des sportifs qui font donc de la joute. Il part d'ailleurs le 20 mai en Australie. Donc, c'est des chevaux qui ont l'habitude de porter des chevaliers en armure. Et en plus, là, pour des combats. Donc, c'est vraiment des chevaux adaptés pour ça. Et comme François Ier, c'est des chevaux qui n'ont pas l'habitude de la montagne. Donc, là aussi, on va voir comment ça va se passer et comment on pourra s'adapter. Il y a une part d'imprévu dans tout ça. Comme dans toute aventure, on essaye de prévoir un maximum de choses, de les faire au mieux, mais il y a évidemment aussi une part qu'on découvrira sur place. Il y a peut-être les Suisses qui vont vous tomber dessus, comme à l'époque de François Ier. Non, on ne va pas leur dire, je ne sais pas s'ils regardent Télé-Grenoble, mais rien que ce gant, une partie modeste de la tenue, c'est déjà assez lourd comme ça à porter sur un plateau. Donc j'imagine sur une traversée des Alpes, vous partez le 6 juillet de l'église de Maljacé, c'est dans la vallée de l'Ubaye, dans les Alpes de Haute-Provence. C'est prévu sur 2 jours, c'est ça, cette traversée ? C'est ça, 2 jours, oui. On part tôt le 6 juillet, donc au matin. Et on va passer le col de Mari à 2641 mètres. On redescend de l'autre côté italien, parce que la frontière passe à cet endroit, du côté de Capera. On va dormir sur place à la Belle Étoile, du côté de Bergerie, qui sont en amont de Capera. Il nous faut de l'eau, donc on va cantonné près de ces bergeries. Puis le lendemain, on repasse le col de Mari et on arrive à Maljacet, on espère vers 14h, où là, des activités, des animations seront prévues, expositions, petits concerts, retours d'expérience, pour parler de tout ça. Il y a des troupes du Puy-en-Velay qui viennent justement pour faire une animation directement au départ et à l'arrivée quand on revient le lendemain. Puis ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que c'est quand même... on a eu besoin d'aide, on remercie le département qui nous a bien aidés aussi. Et puis des sponsors comme M. Cameron, un Australien, quelqu'un qui est passionné, donc comme quoi notre histoire peut aussi passionner les étrangers, mais vraiment passionné par le chevalier Bayard, et ça nous avait assez surpris, et qui a donc financé une grosse partie du projet. Donc ça, il faut aussi le dire. Et puis bien sûr, on a le centre de recherche. Enfin bon, il y a beaucoup de monde qui nous ont aidés. Et puis prochainement, donc avec Stéphane et puis l'équipe de Megapixel, tu peux en parler aussi sur le crossfooding qui se met en place. Il y a un documentaire qui va suivre votre aventure. Pour ça, il faut un peu d'argent. Et pour lancer ce documentaire, cet appel à participation, vous avez même tourné une vidéo un peu originale pour le XVIe siècle. Je l'avoue, on va avoir quelques secondes d'image. Voilà, le chevalier qui se teste au parapente. Le chevalier du ciel, oui. Alors l'idée, c'est vrai qu'on travaille avec Megapixel, une société de production savoyarde, qui nous suit pour réaliser un documentaire. Et l'idée, c'est d'avoir une plateforme participative pour essayer de nous aider à combler les frais que tout cela représente, parce que comme Patrick l'a dit, on est suivi, on a un sponsor, un mécène, on a, alors il y en a beaucoup, je ne sais pas si vous allez les afficher à l'antenne, mais il y a aussi évidemment mon laboratoire, le Labex ITEM à l'UGA, à l'Université Grenoble-Alpes, le LARA, et Megapixel qui nous suit. Et cette plateforme participative qu'on va lancer sur Ulule pour essayer d'avoir quelques fonds. Et le saut en parapente, évidemment que ça, c'était pas possible au XVIe siècle, quoique Léonard de Vinci en a rêvé. On l'a fait pour essayer de montrer un petit peu qu'avec une armure, on peut faire énormément de choses. C'est suffisamment souple pour faire tout ça. Alors en attendant le grand départ, on peut vous retrouver ce week-end en Isère au musée des Forges et Moulins. C'est dans la vallée du Bréda, derrière le massif de Beldon. On le voit là, ce musée qui est un musée traditionnel qui met en valeur les savoir-faire ancestraux, Stéphane. Oui, c'est ça. Donc en fait, sur place, cette forge fonctionne. Avec Fabien Dugan qui l'a fait fonctionner, donc ils fabriquent des outils, ils font aussi de l'huile à partir de noix, etc. De la farine. Et nous, sur place, bien avec Patrick, on va montrer un petit peu ces armures. Donc c'est un peu rejoindre l'histoire régionale en montrant qu'on pouvait sur place extraire le minerai de fer, qu'on le travaillait ensuite dans les forges, et au bout du compte, ça donnait ce genre de produit tout à fait fascinant. Et ce qu'on a oublié de dire aussi, peut-être que je vais ajouter, c'est qu'on fait beaucoup de tests avec Patrick en ce moment, notamment à l'INRIA, avec le Gypsalab de l'Université de Grenoble, pour essayer de mesurer tout ce qu'on est capable de faire avec et sans armure. Là, on voit les images de la forge, donc elle sera en activité ce week-end, et même votre batteur d'armure fera le déplacement pour l'occasion. C'est ça, il viendra exceptionnellement de l'Ariège pour justement montrer un peu comment on fabrique. Son savoir-faire. C'est ça. Alors c'est le 18 et 19, donc Pinceau, petite commune de la vallée du Bréda, au fin fond de l'Isère.
On va revenir au 21e siècle et même partir un petit peu dans le futur avec Klaus Abfast, vice-président de la métropole en charge notamment de l'innovation. On va parler d'un autre événement qui donc regarde plutôt vers l'avenir, le Forum 5i qui se déroulera ce mercredi à Grenoble. C'est un événement organisé depuis une vingtaine d'années qui est porté par la métropole. 5i, il y a innovation dedans, mais pas que. Il y a innovation internationale, mais aussi inclusion. Parce que l'innovation, elle est bien sûr pas pour quelques-uns. Pour nous, à la métropole, elle doit être pour tout le monde. En quoi il consiste ce forum? À quoi il sert? C'est un rendez-vous d'affaires où les start-up, mais aussi les gens qui veulent s'y lancer, peuvent rencontrer des investisseurs. Mais il y a en même temps une thématique, chaque année une autre. Et cette année, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, autour de laquelle on organise des tables rondes et aussi une exposition, un showcase, comme on dit joliment en anglais. Mais le cœur de Forum 5i, c'est de permettre aux start-up, aux jeunes entreprises grenobloises ou du Grand Grenoble, de trouver des financeurs pour leurs projets. Donc elles viennent présenter leurs innovations et puis elles essayent de... C'est dans des pitchs en bilatéral, on réorganise ces rendez-vous d'affaires en amont du Forum 5i. Alors vous l'avez dit, la thématique de l'édition 2019 tournera autour de l'intelligence artificielle. On entend de plus en plus parler, sans trop savoir en quoi ça consiste. C'est un peu comme 1515 et Marignan. Alors pour faire simple, c'est quoi l'intelligence artificielle ? Il ne faut pas avoir des fantasmes sur éventuellement qu'on serait dominé par des robots. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, parce que c'est faire quelque chose que nous savons déjà faire en tant qu'hommes ou femmes, mais de le faire par une machine et en général beaucoup mieux. Prenons par exemple notre vue. Nous savons reconnaître dans une photo, par exemple, une maladie quand on est médecin, ou on sait reconnaître la grand-mère si c'est une photo de souvenir. Un ordinateur, aujourd'hui, on peut lui apprendre à reconnaître dans une photo la grand-mère ou un cancer. Pareil pour notre oreille, un ordinateur pour écouter et ensuite traduire, par exemple. Et d'ailleurs, avec notre téléphone, on a déjà pris l'habitude d'utiliser la reconnaissance vocale ou pure un robot. Un robot, aujourd'hui, il peut être une machine qui ne fait pas toujours les mêmes gestes, mais qui apprend et qui ensuite peut remplacer dans une chaîne de fabrication un homme. On peut répondre aux mails, par exemple, grâce à l'intelligence artificielle, ce qui peut être très pratique quand on en reçoit beaucoup. Pas seulement les chatbots qui répondent quand on appelle son assurance, mais on a aujourd'hui même du commerce, c'est-à-dire il y a des ordinateurs qui font entre eux des transactions en bourse. Alors vous parliez du fantasme, c'est vrai que c'est un domaine qui peut faire peur, qui peut susciter des craintes. On sait que c'est une technologie qui aujourd'hui est développée, testée par des grands groupes, ce qu'on appelle les GAFA, et qu'on ne maîtrise pas forcément très bien à notre échelle. D'abord, il faut les donner. Parce que nous, quand on est homme ou femme, tout ce que nous faisons, c'est lié à ce que nous percevons dans notre environnement. Et pareil, l'IA a besoin de grandes quantités de données personnelles, pas toujours anonymisées. Donc la première question est déjà la vie privée. Ça me ramène au serment d'Hippocrate que autrefois disaient les médecins, qui justement s'engageaient à respecter la vie privée de leurs patients. Aujourd'hui, ces serments n'existent pas pour les informaticiens. Donc, il y a vraiment la question, l'IA a besoin de grandes quantités de données. Comment est-ce qu'on régule qu'il n'y a pas d'abus ? Mais après aussi, on a parlé de l'inclusion. Aujourd'hui, est-ce que l'IA est vraiment au service de tous ? Ou est-ce qu'elle est seulement au service de quelques-uns? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser un ordinateur ou qui n'ont pas de smartphone? Est-ce qu'on ne les exclut pas des bienfaits? Donc, il faut que ces bienfaits de l'IA soient pour tous. Et bien sûr, il faut savoir que ce sont des bienfaits. Donc, comme le médecin n'a pas le droit de faire du mal à ses patients, normalement, on devrait s'attendre à ce que tous ces nouveaux services ne font pas de mal, mais que font du bien. Alors ça, c'est la théorie. Dans les faits, dans ce qu'on peut voir, c'est pas forcément ce qu'on peut ressentir. Ils sont souvent pointés du doigt. Les groupes qui utilisent ces nouvelles technologies, qui empiètent sur notre vie privée, utilisent nos données, etc. Est-ce que les hommes politiques ont les moyens, en France, par exemple, de réguler ça, ou c'est un vœu pieux? C'est compliqué. Il n'y a pas de IAK. C'est compliqué parce que, bien sûr, on a la possibilité de légiférer et de réguler. Mais aujourd'hui, le gouvernement il dit qu'on veut aussi responsabiliser les groupes. La question, est-ce qu'il va assez loin en France? De toute façon, en général, il faut réguler ça au niveau européen. Et l'Europe, avec le règlement général sur la protection de la donnée, le RGPD, a été précurseur au niveau mondial pour protéger déjà au moins la vie privée.
Mais l'IA a besoin de ces grands groupes, on appelle ça des plateformes pour fonctionner. C'est un peu comme le chemin de fer, on a besoin des rails pour faire circuler les trains dessus. Et la question se pose, est-ce que les trains et les rails sont publics ou privés ? Je rappelle que les chemins de fer ont été créés comme entreprises privées sous concession au XIXe siècle, mais c'est le général de Gaulle qui a créé la SNCF comme établissement public, qui aujourd'hui est en voie d'être partiellement privatisé, au moins dans d'autres pays, et on voit que ça ramène comme résultat. Donc il y a des grandes questions sur le fonctionnement de notre société qui sont rouvertes par l'IA. Rendre public Amazon, ça va être compliqué, à mon avis, mais bon, ça peut être Aux États-Unis, il y a un vrai débat. Est-ce qu'il ne faut pas couper, comme on l'a fait avec AT&T, le grand monopole des télécoms, de démanteler un peu les démanteler. Il y en a d'autres qui disent que ça ne marchera pas. Par contre, nous ne pouvons pas construire un mur chinois autour de nous. D'ailleurs, les Chinois ne l'ont pas fait non plus, pour dire nous nous isolons de ça. Il faut vivre avec. Et à Grenoble, justement, on est acteur pas seulement dans l'innovation technologique de l'IA, mais on est aussi acteur justement dans les questions éthiques et de droit de l'IA. On va parler dans les prochaines années beaucoup d'intelligence artificielle à Grenoble, puisque l'État a annoncé il y a quelques jours la création d'un institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle qui sera basé sur le campus universitaire. C'est un des 4 instituts pour l'IA qui sont financés avec des fortes sommes par Paris. Et donc c'est une fierté parce que la métropole, elle a, avec bien sûr ses moyens très modestes, accompagné cette candidature. Mais ce qui nous a beaucoup motivés à la métropole, nous les élus, c'est que le projet grenoblois, il est d'abord autour de la santé et des énergies environnement, donc deux thématiques qui concernent vraiment l'homme et aussi la transition dans laquelle nous nous trouvons. Mais c'est le seul institut qui a un volet éthique et droit, qui est porté par l'université, c'est-à-dire à Grenoble, on va maintenant en France prendre un peu le lead, comme le fait Montréal en Amérique du Nord, pour regarder ces questions de lien entre l'homme, son développement, et aussi du côté du droit, comment est-ce qu'il faut légiférer, réguler l'IA. On le regarde à Grenoble pour toute la France, et j'espère que ça va aussi, je suis presque sûr que ça va aussi inspirer au niveau européen. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle sera capable un jour d'écrire des histoires comme l'homme a pu en produire pendant des siècles et des siècles? Je ne sais pas si elle pourra se suppléer comme ça au cerveau humain. Martine Carpentier, c'est vrai que l'art d'écrire des histoires, c'est un art qui remonte presque à la nuit des temps, hein. L'homme a toujours eu ça en lui. L'homme, c'est un homme de parole déjà. Donc, effectivement, à un moment donné, il a envie de parler, il a envie de se raconter, de raconter des histoires de sa communauté et de pouvoir échanger et partager surtout. Ça, c'est vraiment le symbole, ce rond qu'on a créé l'année dernière avec Hervé Frumi. C'est vraiment le symbole de se rassembler et de pouvoir partager des histoires. Alors, le conte, c'est un art ancestral. Est-ce que pour autant, il évolue comme ça avec les nouvelles technologies aujourd'hui? Bien sûr. Le Festival des Arts du Récit, c'est ça. Hein, c'est le croisement de cet art ancestral avec des générations de conteurs qui racontent déjà depuis 30 ans ou 40 ans. Et puis, des personnes et des conteurs et des conteuses qui vont malaxer cette matière d'une manière différente, qui vont associer différentes esthétiques et qui vont pouvoir mélanger de la musique, des images, de la vidéo, et j'en passe. Donc c'est un art majeur aujourd'hui. Donc il faut découvrir. On n'est pas simplement là sur du conte pour les enfants. On est aussi sur des formes qui sont sur des plateaux et qui peuvent être d'autres formes esthétiques. Alors on voit quelques images d'un spectacle d'Amandine Orban qui justement marie différents univers pour raconter ces histoires. Elle sera à l'affiche du festival le vendredi 24 mai au théâtre de Poche. Michel Bouet, vous êtes plutôt une conteuse traditionnelle ou Pas du tout. Je suis une conteuse contemporaine de 2019. Donc en fait, moi je crois qu'il n'y a pas forcément besoin de technique avec nous à un moment donné pour être profondément contemporain. Et moi-même, je travaille dans un collectif, donc la Compagnie de la Trace. Je travaille avec des musiciens, je travaille avec des marionnettistes et je travaille aussi en solo. Et ma quête à moi, c'est vraiment le récit. Qu'est-ce qui fait récit? Et qu'est-ce qui fait récit aussi aujourd'hui? Et comment un conte traditionnel, il parle de l'homme augmenté, il parle de l'intelligence artificielle. Dans les contes traditionnels, par exemple, quand vous avez un onguent
que vous mettez sur un bras ou sur une jambe et qu'il est capable de faire en sorte que les cellules de la peau, elles deviennent des cellules toutes neuves et que le bras... Mais on est exactement dans les mêmes choses, dans la même quête. Il y a pas plus... Je trouve qu'on a vraiment des points en commun. Ce qui est différent, c'est comment on s'investit là-dedans. Et aussi, ce qui est différent, c'est pourquoi on le fait. C'est peut-être ça qui a des différences, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je raconte, je n'ai aucune autre prétention que de faire récit et communauté au moment où je le fais avec les gens avec qui je suis. Voilà, je n'ai pas d'autre désir que celui-ci. Par exemple, je ne vais pas avoir... à aucun moment, je me dirais, ça va changer le monde, ou il y a quelque chose qui va... Je ne suis pas là-dedans. Mais je suis... Enfin, c'est pour ça que je raconte. Au moment où je raconte et au moment où on fait communauté ensemble, nous ne sommes pas les mêmes. Et ma quête à moi, comme vous, c'est comment on peut se déplacer ensemble. Moi, ça va être avec les mots, avec l'imaginaire. Mais vous aussi, vous êtes complètement dans l'imaginaire. C'est la même chose qui vraiment qui nous émoustille. Parce que c'est évident, si on n'a pas des désirs où l'imaginaire est extrêmement fort, mais on n'entre pas dans tout ce qu'on vient de parler là. Et moi, par exemple, j'adore dans tous les contes comme ça qui sont liés à cette époque, la place des femmes. Parce qu'il y a des contes extraordinaires qui disent... Enfin, moi, il y a un conte par rapport à moi où j'habite, dans le Poitou, qui a vraiment noyé Maupertuis, etc. Il y a plein de récits légendaires là-dessus. Et il y a un tout petit conte qui dit, quand même, quand les hommes partaient, ils avaient l'espoir de devenir des héros, mais quand les femmes restaient, elles restaient, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on fait de ce temps quand on reste? Et il y a des légendes extraordinaires qui parlent de la force des femmes qui restaient. Et comment elles se sont organisées. Et moi, j'ai une petite blague dans une histoire où je dis, il y en a une qui dit, attends, 100 ans, ça va durer 100 ans. Mais comment ils vont revenir dans 100 ans? Il n'y aura pas des hommes augmentés, il n'y aura pas eu l'intelligence artificielle. Donc, elles s'organisent. Et en fait... elles se sont organisées, mais ils sont revenus plus tôt que prévu. Et du coup, il y a une légende qui raconte qu'il y a des pierres près de chez moi, dans un tout petit village, où les pierres, elles sont rouges. Et en fait, il y a eu des analyses, et c'est des spores d'une algue. Et les spores de cette algue, elles poussaient uniquement dans les endroits où, à ce moment-là, les chevaliers, ils allaient, quoi. C'est extraordinaire. Moi, je me suis dit, mais c'est ça, la légende, et notre force. Et nous, les conteurs, aujourd'hui, mais on est tout ça. Et moi, quand je raconte aujourd'hui, évidemment que je parle de toutes les thématiques contemporaines. La question du genre, par exemple, dans les contes traditionnels. Moi, quand j'ai commencé, la question du genre ne se posait même pas. On racontait un papa, une maman, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est traversé par nous, par les questions... voilà. Alors, Martine, des conteurs ou des conteuses comme Michel, il y en a beaucoup sur cette 32e édition du festival. 60 artistes avec une parité, je tiens à le dire aussi, c'est important. 60 artistes pour 110 événements. Donc le festival, il est construit avec des salles partenaires dans des théâtres et des spectacles qui sont inscrits dans les saisons. Avec ce qu'on appelle un grand collectif, parce que l'intérêt aussi, c'est de pouvoir permettre aux conteurs et aux conteuses et au public de pouvoir accéder à des spectacles de qualité et de proximité. Donc dans les musées, les centres sociaux, les centres hospitaliers, enfin, et j'en passe, les bibliothèques, les médiathèques, dans les espaces publics aussi. Et puis ensuite, on a des salles qui nous sont mises à disposition, donc à Grenoble, à Saint-Martin-d'Hères, où là, on va programmer des spectacles de conteurs, comme on disait, un petit peu plus techniques, et pour tous les publics, c'est-à-dire du tout petit, vraiment du tout petit au petit, et pour les grands aussi. Donc c'est multiple, c'est une multiple variété. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est le plus gros festival en France de contes. Il existe 3 structures seulement pérennes en France qui travaillent sur le conte, la littérature orale, les légendes, les mythes, les épopées. Donc les partenaires commencent à percevoir que le Centre des Arts du Récit, avec 32 ans de festival, c'est un acteur culturel très important sur le territoire et bien au-delà, puisqu'on est scène conventionnée d'intérêt national à récréation. Le festival aura lieu jusqu'au 25 mai dans de nombreux lieux de la région. Il y a tout le programme sur le site internet. Michel, vos représentations à vous, puisque vous êtes avec nous sur le plateau. C'est Martine qui c'est Martine qui... C'est moi qui vais dire, en regardant le programme quand même. Donc 14 mai, aujourd'hui, 18h30 à Villars-Bonneau. Demain à 17h à Saint-Romain-sur-Yeu. On va vraiment aussi dans le Nord-Isère. Jeudi 16 mai avec 15h, donc dans un centre hospitalier auprès de personnes âgées.
à 20h, encore une fois, dans une médiathèque à Moirans. Et vendredi 17 mai, c'est un duo avec Jean-Louis Compagnon. Un très, très beau spectacle qui s'appelle Le Chemin des gens. C'est notre dernier duo. Et c'est, voilà, Paroles et musique. Eh ben, paroles et merci. musique à Saint-Égrève. Merci en tout cas d'être venu nous présenter cet événement. Je rajoute l'histoire Bayard, le dernier chevalier, c'est notre chevalier en Isère qui a été publié aux éditions Le Dauphiné par Stéphane Gall. Et puis on n'a pas tout le temps des médailles d'or olympiques, donc allez, on termine voilà avec la médaille de Patrick Seria de 1996. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.